Bonjour à tous, très chers fans de catch, ça fait beaucoup trop longtemps, en fait. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, excusez-moi, et pour le coup, c'est dommage que j'en ai pas sorti puisque j'ai beaucoup aimé ce mois de catch. Certes, je n'ai pas été actif sur le YouTube Game, mais j'ai bien suivi ce qui se passait, du moins, ça y est, j'ai fait des choix sur ce que je visionnais, et c'est pour ça que je vous annonce, chers fans de catch, que dorénavant, je ne mate en intégralité que les shows SmackDown et Collision. Donc un peu de WWE, un peu d'AEW sont les deux seuls shows que je mate en intégralité, puisque avec mon travail, et avec la trop grosse quantité de catch, on est forcé de faire des choix. Alors je continue de me renseigner, je mate quelques vignettes sur YouTube sur ce qui se passe à Raw et à Dynamite, notamment ce qui m'intéresse le plus, mais je dois renoncer à regarder l'intégralité des shows. Et je me suis donc basé sur mes goûts personnels, ce que j'aime le mieux, ce qui dure le moins longtemps. Et pourquoi Collision et pourquoi SmackDown? Et pour la simple et bonne raison que ce sont les deux meilleurs shows actuellement à la télé. Ce sont de loin, de très loin, les deux meilleurs shows à la télé. Et ça me fait plaisir de dire ça pour un show AEW. Oui, SmackDown qui est le meilleur show, ça c'est un avis qui est très commun dans la plupart des fans de catch. Mais Collision, ce qui représente, et on va parler de Collision aujourd'hui, on va expliquer pourquoi c'est mon show préféré. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur épisode pour démontrer pourquoi c'est mon show préféré, mais les talents qu'il y a à l'intérieur, la psychologie qu'il y a à l'intérieur de ce show, le respect qu'il a pour le catch professionnel, la maturité en fait du show, sa capacité à nous maintenir captifs sans qu'il y ait du bullshit à l'intérieur, que le show monte en intensité avec des main events qui ne déçoivent absolument jamais. Bref, du très bon show. Du très bon show de catch. Collision, c'est du très bon show de catch. Et pour ce qui est de SmackDown, et voilà, c'est de la WWE avec Roman Reigns, avec LA Knight actuellement. On reparlera de LA Knight dans une autre vidéo qui lui sera, je sais pas s'il lui sera dédiée, mais comparé à la WWE, je parlerai du cas LA Knight plus tard, il y a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne Collision, du coup, c'est un show que j'aime bien parce que c'est un show qui est absent de toute la merde qu'il y a à Dynamite. L'élite n'est pas présent, les acrobates, gymnastes qui font une trampoline partout, qui pètent des tables tout le temps, ne sont pas présents. Ce sont des gars qui vendent des combats. J'aime beaucoup la House of Black depuis qu'elle est à Collision. En particulier Buddy Matthews, on va en reparler Buddy Matthews. Samoa Joe, FTR, Bullet Club Gold, une équipe que je pensais pas aimer autant, mais j'aime énormément Bullet Club Gold, une superbe équipe, et Jay White et Juice Robinson sont de superbes talents. Et bien sûr, mon catcheur préféré, CM Punk, présent à Collision et qui chaque semaine régale et qui est actuellement en rivalité contre Ricky Starks, qui a enfin un putain de bon programme et qui est enfin mis sur le devant de la scène à juste titre. Alors il a dû tourner heel parce qu'il a dû revoir un remodelage à zéro de son personnage pour redevenir intéressant, mais en devenant heel et en étant en rivalité face à CM Punk, le mec est redevenu hyper intéressant. Bref, beaucoup de choses sur Collision que j'aime beaucoup, Miro, bref, on va reparler de tout ça segment par segment, match par match. Le show s'est ouvert avec le match à échelle Buddy Matthews face à Andrade El Idolo. Alors je vous disais, enfin un show de catch qui reste simple, sans trop de prise de tête, etc. Ce show est un peu différent des autres. Mais pourquoi j'excuse que le show s'ouvre avec un match à échelle extrêmement dangereux entre Buddy Matthews et Andrade Lidelo? Parce que la rivalité s'est construite. Cette rivalité n'a pas débuté avec ce match à échelle. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent en solo, il me semble, tous les deux. Ça a commencé par un match normal sur le retour d'Andrade. La House of Black a ensuite rivalisé entièrement face à Andrade. Ils ont volé son masque, etc. Bref, il y a de la tension qui s'est construite autour de ce match. Beaucoup de tension. Et c'est personnel tout ça. Et on accroche le masque en haut de l'échelle. Bref, l'enjeu est réel. Le but, ce n'est pas de battre son adversaire. Le but pour André, c'est de récupérer son masque, son honneur que la House of Black lui a volé. Bref, une rivalité qui a été construite, un match à échelle qui a été justifié. Et encore une fois, on ne commence pas par le plus gros match. On ne commence pas une rivalité par le plus gros match à stipulation, mais au contraire, on termine la rivalité par le plus gros match à stipulation. Je ne sais pas si ce sera le dernier match entre Buddy Matthews et Andrade Idolo, ils ont une très bonne chimie, mais ça pourrait être le dernier, que ça ne me dérangerait pas, puisque le climax a été à la hauteur. Andrade contre Buddy Matthews, c'est un match percutant, c'est un match à échelle qui est très sympathique, avec beaucoup de spots, mais on ressent que c'est un véritable combat. Si les mecs font des
mouvements spectaculaires qui se détruisent la gueule en s'envoyant sur des échelles, sur des tables, etc., etc., ce n'est jamais gratuit. S'ils le font, c'est pour gagner le combat. Et à chaque fois, je ressens la détresse dans les yeux d'Andrade Idolo et dans le regard de Buddy Matthews. Et le spot qui représente le plus ça, c'est au moment où Julia Hart va menotter en fait Andrade, qui va réussir à s'extirper de ça en prenant la clé à Julia Hart et en enlevant les menottes, et ensuite à réussir à mettre les menottes sur Buddy Matthews, qui lui aussi à son tour a la détresse dans ses yeux, alors qu'Andrade monte l'échelle, que Julia Hart l'escalade pour l'étrangler, et que Buddy Matthews, on entend qu'il a réussi à casser les menottes avec une pince, enfin il arrive à remonter. Bref, on sent un enjeu énorme, on sent une détresse, on sent un combat. Et c'était un très bon match à échelle, un très bon opener, où finalement Andrade Idolo a pris la victoire. À juste titre, c'est Babyface qui vient de faire son retour. Je trouve pas que Buddy Matthews ait été enterré. Par contre, parce que Buddy Matthews, c'est clairement le meilleur élément de la House of Black de très 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 loin, vraiment. Avec son physique, avec sa gueule, avec sa qualité de match, et aussi avec sa promo. Je n'oublie pas qu'il a une très bonne promo, Buddy Matthews, on se rappelle à la WWE. Il a perdu cette rivalité, il doit remonter, il doit gagner une autre rivalité. J'aimerais beaucoup voir une rivalité de Darby Allin contre Buddy Matthews par exemple, ou je ne sais pas ce qu'on aura, mais une rivalité où Buddy Matthews peut ressortir vainqueur et ressortir grandi. Bref, du très bon catch à stipulation, comme quoi on peut faire du très bon catch à stipulation. Je ne suis pas un nazi du match normal, non. Moi j'aime juste quand les matchs à stipulation sont justifiés. C'était le cas. Bien joué à vous, c'était cool. Par contre, et c'est là que le bas blesse, parce que je vous dis que Collision est le meilleur show de catch à l'heure actuelle, qu'on a les meilleurs talents, qu'on s'enlève tout le bullshit, etc., etc. Et là, on a l'élément parasite, à Collision, qui est venu, alors que ça faisait, franchement, je n'ai pas vu d'élément parasite à ce point à Collision depuis le début du show, en fait. Mais on a Darby Allin qui a essuyé une défaite la semaine dernière en faisant équipe avec CM Punk face à Ricky Starks et... alors je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Christian Cage, c'est ça. Darby Allin veut retrouver une victoire et pour ça Tony Khan lui sert à manger Minoru Suzuki. Si vous êtes un fan de la New Japan, si vous êtes « Oh mais c'est une légende, il est intouchable, Minoru Suzuki, le prestige, etc. etc. » Moi j'en ai rien à péter de Minoru Suzuki. Alors oui, il a un beau palmarès, oui, c'est un ancien de la MMA, c'est une ancienne légende de l'UFC là-bas, enfin de la MMA là-bas au Japon et du catch japonais aussi. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais attention à ce que je vois sous les yeux. Et ce que je vois sous les yeux, c'est un pauvre gars, un vieux gars, qui n'a pas beaucoup de physique, qui se permet de nocelle et d'enterrer les jeunes talents. Vous me croyez pas? Mais il a donné la victoire à Darby Allin. Il n'a pas donné la victoire à Darby Allin. Oui, il a donné... Darby Allin a gagné via un roll-up. Et pourquoi il enterre Darby Allin? Parce que Darby est le babyface, Minoru est le heel. Minoru devrait travailler comme un heel, mais cette grosse dope qui a une tête de patate, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment, il a une tête qui ressemble à rien. Ce mec se permet de no-sell, tel un John Moxley par exemple, no-sell face à un Darby Allin pour devenir invulnérable et se la péter en no-sell. Donc il devient quelqu'un de cool, de prestigieux. Et au lieu que la foule chante pour Darby Allin pour se relever pour vaincre Minoru Suzuki, et bah la foule elle acclame Minoru Suzuki et la foule elle dit one more time comme Minoru Suzuki, il éclate la gueule de Darby Allin, il l'envoie au sol. Alors qu'il devrait travailler comme un heel, choper de la hit, arrêter de no-sell, au contraire vendre les attaques de Darby Allin qui sont... Darby Allin fait des attaques extrêmement physiques. Il va à toute vitesse, il jette tout son corps sur le mec, et le mec se permet de ne pas vendre. Alors oui, il se prend les impacts, il tombe par terre, mais après, niveau de sa gueule, c'est tout va bien, wouhou, peace and love. Non, un heel doit vendre les coups de son adversaire, et Minoru Suzuki, ce n'est pas Samoa Joe, ce n'est pas Miro, ce n'est pas Brock Lesnar, le mec ne peut pas se permettre de ne pas vendre les coups de son adversaire. Il fait la même taille, voire même plus petit. Il pourrait travailler comme un technicien. Il devrait vendre, il devrait travailler comme un petit Gunther, c'est-à-dire avoir, oui, une grosse frappe de chop, mais beaucoup plus vendre parce qu'il n'a pas le même physique. Légende ou pas légende, le mec, je ne sais pas quel âge il a, mais il ne peut pas se permettre de faire ça. Ça décrédibilise énormément Darby Allin. Et la foule ne chantait pas pour Darby Allin, la foule acclamait et demandait one more time quand Minoru frapper Darby. Donc le mec ne sait pas travailler. Légende ou pas légende, j'en ai rien à péter. Le mec ne sait pas travailler. Point barre.
Darby Allin a eu la victoire, mais je ne sais pas si ça a été si important que ça. Alors que depuis le début de la collision, je trouve que beaucoup de décisions font sens. On se rappelle de Bullet Club Gold qui avait battu Action Andretti et Air Fox dans un match qui servait juste à les recrédibiliser suite à leur défaite face à FTR. Ce match aurait dû avoir la même signification. Ce match n'a pas été aussi bon dans l'exécution. Un gros match de merde, un énorme match de merde. Pauvre Darby, qu'il arrête de confronter à Minoru Suzuki parce que le pauvre, il se démène, hein, il scelle que pas possible Darby parce que c'est un babyface et parce qu'il sait comment le faire et il le fait très bien. Mais quand en face de lui, le mec répond pas, franchement, à sa place, t'aurais envie de lui dire merde quoi. Bah, tu vends pas, bah moi non plus j'ai pas à vendre. Voilà, point barre. C'est tout. C'était une tête de mule, Darby Allin, il ferait ça. Et bon, il est jeune. Suite à ça, on a eu un match entre Samoa Joe et c'était qui? Gravity. Samoa Joe contre Gravité. Incroyable. Gravity qui est le frère de Bandido apparemment. On va dire que Samoa Joe a pris la place de Miro cette semaine, c'est-à-dire le petit match jubilatoire. Parce que Gravity, mais c'est quoi cette blague? Encore une fois, je n'ai aucun problème avec ce match, malgré ce qui s'est passé, malgré le fait que Gravity se moquait de Samoa Joe en faisant mine de marcher sur la lune à chaque fois qu'il faisait une offense. Mais Gravity n'a posé aucun problème à Samoa Joe. Au contraire, il se foutait de sa gueule, et ben il a eu un gros karma. Samoa Joe, dès qu'il l'a chopé, il ne l'a pas lâché, il l'a déboîté, fin du game. Et Samoa Joe s'est même permis de se moquer de Gravity à la fin en copiant sa mimique de marcher sur la lune. Donc c'était stupide, mais ça n'a pas atteint Samoa Joe. Heureusement, il a humilié Gravity, tant mieux. C'était exactement ce que ça devait être. Et il est l'heure de parler de la personne qui fait bouger les audiences. Parce que oui, avant de parler de cet homme, parlons un peu des audiences de Collision. Ça fait un mois que le show a lieu. Comment le show fait? Le show ne fait pas très bien. Enfin, d'un point de vue général, en termes d'audience, le show n'a pas des énormes chiffres. On varie entre 500 000 et 650 000, un truc comme ça. On varie entre ces deux chiffres, alors qu'à Dynamite, vous vous rappelez, on est plus entre le 800 000 et le 900 000. 1 million. Quand ils font de très bons shows, quand ils construisent bien leur show, voilà, on a quand même une audience qui est moins importante, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau show, il faut le construire, etc. Et surtout, c'est tombe sur un jour où le catch n'a jamais eu lieu ce jour-là. Bref, beaucoup de raisons qui font que le show n'a pas une énorme audience, ce qui est dommage, puisque c'est le meilleur show à l'heure actuelle. Mais, contrairement à Dynamite, il y a quelque chose qui se dévoile lors de ce show, par rapport aux audiences, c'est que là où Dynamite commence toujours très fort avec une grosse audience et est en chute libre du début à la fin, je parle d'un point de vue général, il y a eu des contre-exemples et il y aura toujours des contre-exemples, mais en général, en moyenne, Dynamite a tendance à chuter en audience considérablement, là où Collision, au contraire, augmente en audience, attaque forte, petit ventre mou et on reprend l'audience à fond pour le main event. Les main events sont toujours anticipés et les gens viennent voir les main events. Depuis le début à Collision, le show n'a jamais eu un main event avec une plus faible audience qu'au départ. Ou alors plus faible audience que sa moyenne. Ce qui veut dire que le show est de bonne qualité. Les gens restent pour voir Collision. Même si l'audience est moins bonne que celle de Dynamite en général, elle a le mérite que les gens restent. Et cela est dû à une personne qui, à chaque fois qu'il arrive, fait grimper les audiences, CM Punk, qui oui, est un draw, car son simple nom suscite la curiosité, attire les gens pour regarder le show. Oui, CM Punk est un draw, c'est une star. Et cette entrée, encore une fois, en est la preuve. CM Punk déchaîne les passions, il est à la fois la personne la plus acclamée de tout le putain de roster et la personne la plus huée. Cela n'a pas changé depuis son retour. Il y a les fans de l'élite et les fans du catch qui se tiraillent, qui se bataillent en utilisant le nom de CM Punk, en l'acclamant ou en le huant pour montrer quel est leur côté. CM Punk, encore une fois, est le visage et le symbole d'une bataille entre catch
et autre chose. À l'époque, c'était une autorité, la fédération, la WWE, bref, le pouvoir de l'autorité de la WWE, et maintenant, c'est le visage du catch contre le visage du spectacle, de la gymnastique, etc., etc., etc. Bref, deux philosophies de catch qui se confrontent. CM Punk, on a encore une fois le visage qui déchaîne les passions. Et le mec arrive pour une promo, il est actuellement en rivalité face à Ricky Starks. En effet, il s'est fait battre 2 fois par Ricky Starks, une fois lors d'un match solo, lors de la finale du tournoi Owen Hart, et une seconde fois en match par équipe. Il n'a pas pris le tombé, mais c'est Darby Allin qui a pris le tombé par Ricky Starks. Mais les 2 fois, Ricky Starks a gagné en prenant les cordes, en trichant, en s'appuyant à l'aide des cordes pour remporter la victoire. Ça a marqué le turn heel de Ricky Starks, et CM Punk est donc un peu déçu de ça parce qu'il respectait beaucoup Ricky Starks, et le voir switcher, bref, ça l'énerve au plus haut point, et maintenant, il en veut un peu. La promo va commencer avec un CM Punk qui rappelle, qui a envie de montrer enfin pour la première fois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac qui trimballe depuis le début de son arrivée à Collision, ce fameux sac rouge avec lequel il avait fait son retour. Et il va enfin dévoiler ce qu'il y a dans le sac, non pas sans le teaser, elle va prendre beaucoup de temps, mais encore une fois, la promo est si bonne, elle est si réaliste, ses expressions face au retour des gens, face au huée du public ou à l'acclamation du public, elles sont toujours aussi brillantes. Je vous conseille de voir ce segment, il est vraiment vraiment très 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 bon. Et il révèle enfin la ceinture, et dit que cette ceinture, il l'a méritée. Elle lui appartient toujours puisqu'il n'a pas été battu pour, il n'a pas pris à tomber, il n'a pas été soumis pour perdre cette ceinture. Et tant qu'il ne sera pas le cas, il gardera cette ceinture. Et en plus de ça, il ajoute que cette ceinture, elle a son nom gravé sur elle, elle a son sang de son match face à Jon Moxley sur elle, et maintenant elle va porter son symbole. Et il va étaler la ceinture par terre et taguer un gros X sur la ceinture sur son championnat, en prenant soin de couvrir le E de AEW, donc en mettant un énorme X, son symbole, couvrant le symbole de l'élite, le E de l'élite. Voilà, symboliquement c'est toujours aussi bon, c'est un petit détail mais que je trouve génial. Le champion de l'AXW, CM Punk, son symbole, pas qu'il est straight edge et donc qu'il est meilleur que vous. Et il dit, voilà, que cette ceinture, on ne lui volera pas, on lui a déjà volé sa catchphrase, petit acte sur MJF au passage. Bref, enfin, une promo extrêmement complète qui, du coup, renforce sa rivalité face à Ricky Starks à l'heure actuelle, puisque Ricky va vouloir un title shot, une opportunité pour le titre de CM Punk, mais CM Punk parle aussi de MJF et tease la dernière confrontation qui entre MJF et CM Punk. Elle aura lieu, c'est sûr, c'est encore une fois le plus gros match qui peut avoir lieu maintenant que l'élite contre CM Punk n'aura pas lieu. Le plus gros match qui peut avoir lieu à l'heure actuelle, c'est CM Punk contre MJF pour réunifier les titres, j'imagine. C'est la plus grosse affiche possible. Est-ce que ce sera ce match qui aura lieu à Wembley Stadium? Peut-être, potentiellement, nous ne savons pas. CM Punk a dit est-ce que je serai à Wembley Stadium? Nous verrons bien, on en reparlera à la fin du show. Bref, une promo extrêmement complète, et quand Ricky Starks va arriver pour confronter CM Punk, et les deux vont se confronter avec des mots simples, un enjeu simple. CM Punk en mode tu m'as pas battu, tu as triché pour me battre. Est-ce que tu peux simplement vivre avec l'idée de m'avoir battu en trichant? Et Ricky qui est j'ai gagné quoi qu'il arrive, il n'y a pas de manière pour bien gagner, je t'ai battu 2 fois, je mérite un title shot. Bref, un enjeu simple, mais c'est bien joué, il n'y a pas de bullshit. On a un heel, un face. Alors le face en l'occurrence est à la fois le plus gros heel et le plus gros face de la fédération, du coup c'est assez tumultueux au niveau du public, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en pensent, même si au final les chants CM Punk ont été plus forts que les huées sur ce show-là, sur cette audience-là, sur ces spectateurs présents. On va avoir le match final la semaine prochaine entre Ricky Starks et CM Punk pour le titre, pour le championnat mondial de l'AEW, de l'AXW du coup en l'occurrence. Mais encore une fois, c'est bien, c'est anticipé. Ricky Starks a fait un super travail au micro, CM Punk a toujours fait un très bon travail au micro. Ils n'ont pas volé le micro à Tony Schiavone, ils ont respecté Tony Schiavone et son travail, et CM Punk annonçait que pour ce match-là, vu que Ricky a triché 2 fois en profitant des arbitres,
que les arbitres n'ont pas vu la chose, c'est lui qui a envie de choisir l'arbitre cette fois-ci. Il y aura donc un arbitre spécial pour ce match qui va être choisi par CM Punk. Ricky Starks est OK avec ça. Et encore une fois, donc c'est un match à stipulation, mais qui est justifié, qui est bien justifié. Si CM Punk s'est fait baiser 2 fois, il ne se fera pas baiser 3 fois. C'est tout, c'est comme ça. Donc, arbitre spécial. Et il demande à Tony Schiavone d'annoncer que la semaine prochaine, pour le match CM Punk Ricky Starks pour le championnat de l'AEW, l'arbitre spécial sera Ricky the Dragon Steamboat. Une légende du catch. Ricky Dragon Steamboat, pourquoi pas? Pourquoi pas, apparemment il est lié au passé de CM Punk, je sais pas qu'il avait eu des matchs contre Ricky Steamboat, CM Punk, apparemment c'est le cas, c'est possible. J'ai vu des rumeurs récemment comme quoi Bret Hart avait demandé à être un agent à l'AEW et qu'il avait refusé l'offre de l'AEW qui soit un simple manager. Ce qui est logique parce que Bret Hart est quand même un immense nom et veut pas se retrouver être juste un simple manager et être enterré comme tous les Arn Anderson, Jake the Snake Roberts, etc. qu'on retrouve à AEW. Je me demande si le plan initial ce n'était pas que Bret Hart soit l'arbitre spécial du match entre CM Punk et Ricky Starks, parce que quand on sait l'amour que CM Punk porte pour Bret Hart, le respect qu'il lui porte, je me demande si le plan de base c'était pas que Bret Hart soit l'arbitre spécial pour CM Punk. Mais bon, ce n'est pas le cas, c'est Ricky Dragon Steamboat, c'est aussi très très bien. Bref, une excellente promo comme d'habitude avec CM Punk, un excellent segment comme d'habitude avec Ricky Starks et CM Punk, du très bon show, du très bon segment de catch. Bravo aux deux lutteurs. Match suivant très rapidement, c'est un match trio. Nous avons AR Fox, Darius Martin et le fils du Viking, qui affrontent les Guns ainsi que Juice Robinson, le Juice Robinson, un de mes catcheurs que j'aime le plus en ce moment, un de mes heels préférés à Collision, le Juge. J'adore le Jus me fait rêver, j'adore ça, j'adore ce qu'il fait. Donc pas de Jay White, mais le Jus apporte une affiche, une sorte de bout de carton avec Jay White dessus, voilà. Il est toujours là, vous inquiétez pas. Je sais pas où est Jay White, est-ce qu'il est blessé? J'espère pas qu'il soit blessé. Je m'en suis pas renseigné là-dessus. Mais en tout cas, bon, il a porté Jay White avec lui symboliquement. Petit match très rapide. Les Heels ont la victoire, c'était la bonne décision puisque on se fout du fils du Viking. Darius sans son frère, quel intérêt? Et Air Fox, j'en parle même pas. Alors que le Jus, il y a un gros projet entre Jay White et le Jus, et les Guns sont toujours aussi verts, mais continue d'être très prometteur et continue de faire de bonnes offenses. Bref, évidemment les Heels l'emportent, c'est évidemment la bonne décision. Petit match sympathique pour passer le temps et le Jus célèbre avec son bout de carton avec son ami Jay White et ses délicieux abdos. Petite question pour Tony Khan. Ça fait combien de temps que Mercedes Martinez est dans le roster? Ça fait combien de temps que cette catcheuse est dans le roster et qu'elle n'est pas utilisée à la télévision? Alors je sais qu'elle a utilisé la Ring of Honor, hein, j'en suis... Mais il a la Ring of Honor, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il se fait chier des semaines avec Jade Cargill, qui certes a un super physique, a une aura de star, et je ne cesse de le répéter, mais qui, même en apprenant, n'arrive pas à bien catcher. Elle n'a jamais eu un bon match de catch, Jade Cargill, elle n'a jamais eu un bon match de catch. Pourquoi, au lieu de capitaliser sur elle, il n'a pas capitalisé sur Mercedes Martinez, qui, elle, a aussi un physique, qui a une gueule, qui au moins sait jouer comme une grosse heel, qui explose l'adversaire et qui peut proposer de meilleurs matchs. Elle était où, Mercedes Martinez, tout ce temps? Elle était où? C'est impressionnant quand même, parce que du coup, on a un petit match de catch, bon, sympathique sans plus, hein, je l'ai radé sans vraiment le regarder à vrai dire, parce que, bon, les deux femmes, je les connaissais pas vraiment, c'était pour présenter Mercedes Martinez, et j'ai vu à quoi elle ressemblait, ce qu'elle pouvait faire. Ce qui est intriguant, c'est que à la fin, Kris Statlander va sauver, je crois que c'est Kiera Hogan qui se faisait agresser par Mercedes, elle va sauver cette dernière, et Mercedes va utiliser la ceinture de Kris pour attaquer Kris Statlander, et là maintenant c'est Willow Nightingale qui va sauver Kris Statlander. Bref, on a un trio qui se forme avec des lutteuses que je connais, face à une heel monstrueuse en Mercedes Martinez, et je suis intrigué, mais je ne comprends jamais pourquoi Tony Khan n'utilise pas ses talents quand... Genre, il voit pas qu'il y a quelque chose à faire avec eux, quoi. Genre, depuis combien de temps elle est présente, quoi. Depuis combien de temps elle est dans le roster, Mercedes Martinez. C'est impressionnant.
Et c'est l'heure du main event. FTR défendent leur championnat par équipe face à MJF et Adam Cole. MJF qui est toujours le champion mondial de la fédération. Et avant de parler de ce match, petit spoiler quand même avant d'en parler, le match est excellent de facture, c'est un excellent main event. Et croyez-moi, je vais vraiment l'encenser ce main event. Comme tous les main events de Dynamite, je les trouve toujours d'excellente facture. Avant de parler de ça, il faut quand même parler de quelque chose qui me chagrine un petit peu, que je ne suis pas forcément, qui ne m'arrive pas forcément, que beaucoup de gens ont l'air d'apprécier, et qui, moi, me laisse un peu de côté. C'est tout le traitement de MJF durant tout ce mois où j'ai été absent. La relation entre MJF et Adam Cole. Je vais dire quelque chose tout de suite avant que vous vous énerviez ou quoi que ce soit. MJF et Adam Cole, leur nouvelle relation, cette tag team qu'ils créent, la hype qu'ils dégagent par rapport à la foule, leur vignette où ils font du sport ensemble, etc., où ils vont en vacances ensemble, bref, tous ces trucs-là, oui, c'est extrêmement divertissant, et même extrêmement drôle. Et durant le match, on l'a vu, voir MJF à cette place de babyface, agir comme un babyface, alors qu'il a toujours ses réflexes de heel, oui, c'est très divertissant et c'est très drôle. Là-dessus, il n'y a pas de problème, et MJF le fait extrêmement bien. Quoi qu'on lui donne à manger, MJF, il le fera bien. Il en tirera quelque chose de bon. Quels que soient les aliments qu'on lui apporte, il en fera un bon repas, si vous voulez. Voilà, c'est une meilleure analogie. Le problème que j'ai, c'est que MJF est le champion mondial. C'est le champion mondial de la fédération qui a bâti les fondations de son règne par son heel, par son côté heel monstrueux manipulateur. Le voir dans cette position, je trouve que ça le décrédibilise en tant que champion. Il est toujours aussi divertissant. Il renouvelle quelque part, c'est très unique ce qu'on voit à la télé, c'est du neuf quelque part, je suis d'accord, et c'est original comme pas possible, je n'avais jamais vu ça à la télévision auparavant. Mais, n'empêche que quand je vois MJF arriver avec son titre de champion du monde, je ressens moins champion mondial qu'à l'époque. Je le ressens moins. Je ressens moins de star power qu'à l'époque. Et c'est cette chose-là seulement qui, je trouve, me chagrine un petit peu. Parce que tout le reste, c'est excellent. C'est excellent ce que ça dégage. La comédie que ça dégage, le divertissement. Et là, il n'y a pas de problème. Mais ce que ça a entraîné, l'aspect négatif, l'aspect secondaire que ça a entraîné, c'est que je trouve personnellement, à vous de me dire ce que vous en pensez, c'est que quand je vois MJF descendre de la rampe avec sa musique sur l'arène, etc., je ressens moins champion mondial qu'auparavant. C'est ça le petit problème que j'ai avec cette nouvelle dynamique de MJF. Cela étant dit, donc voilà, même si on n'est pas Dynamite, je suivais quand même ce que faisait MJF, c'est normal, c'est un de mes catcheurs préférés, c'est tout à fait logique que je suis son parcours. Le match a lieu, FTR versus MJF et Adam Cole, et MJF et Adam Cole vont porter le rôle de babyface, alors que c'est bien deux équipes de babyface qui sont sur le terrain. FTR, au vu des réactions du public, va être dans le coin des heels, dans le coin où la caméra ne filme pas vraiment les hot tags, du coup le coin des heels, les hot tags vont être réservés au coin des babyface, MJF et Adam Cole en l'occurrence. FTR va du coup travailler comme des heels. Ils vont annuler les hot tags, ils vont briser la hype des spots. FTR va travailler comme des heels. Ils vont prendre de la hit en martyrisant Adam Cole ou en martyrisant MJF en buildant un hot tag de ces derniers. FTR a véritablement travaillé comme des heels. Et ils l'ont même remporté avec un roll-up, pas ce qu'il y a de plus clean, un roll-up en attrapant le caleçon, en attrapant le slip de catch de l'adversaire. Donc, assez brillant de ce côté-là, ils vont susciter de la hit et forcer la foule quelque part, enfin encourager la foule à encore plus encourager MJF et Adam Cole. Adam Cole travaille comme un pur babyface, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais MJF, ce que j'ai trouvé très malin, c'est qu'il travaille comme un babyface, c'est-à-dire qu'il il se fait martyriser, il travaille du hot tag, il fait des grosses offenses, etc., tout en gardant son moveset et ses réflexes de heel. Il ne va pas arrêter d'arracher les yeux des adversaires, il va pas arrêter essayer de gruger un petit peu par-ci par-là, mais la foule va l'acclamer parce que le timing
Parce que le timing de ses offenses est le timing d'offense de Babyface. C'est quelque chose de très unique, ça. C'est quelque chose de vraiment, vraiment unique. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Pour le match, c'était génial. Le main event est fantastique. On a un main event d'une demi-heure ou avec de l'action qui ne s'arrête jamais, avec de la détresse, avec du storytelling, avec des belles offenses de catch, avec des comebacks légendaires, avec des suites de mouvements complètement lunaires. Je pense notamment à la construction, au teasing pour placer le tombstone sur Cash Wheeler. Il me semble que MJF tenait Cash Wheeler et les deux n'ont pas arrêté de se contrer le tombstone. Peut-être un passage que j'ai pas trop aimé, un passage un poil trop overbooké. D'autant plus que FTR était considéré comme les heels du match. Quand MJF tient Cash Wheeler pour le Tombstone Piledriver, que Cash se prend avant ça un super kick d'Adam Cole, suivi d'un autre super kick en plein dans la tête, suivi du Tombstone Piledriver, le finisher de l'Undertaker, quand même, faut pas déconner, et que Cash kick out sans l'aide de Dax, alors que c'est un heal, peut-être un poil trop overbooké. C'est bien, les champions sont bookés comme étant très très forts, mais peut-être un poil trop. Peut-être un poil trop, quand même 2 super kicks, un Tombstone. Ouais, j'aurais bien aimé que Dax intervienne pour casser le tombé. Cela étant dit, le match est d'excellente, excellente facture, encore une fois. Et la fin du match est géniale, et en même temps, ce qui se passe après le match, c'était un peu déroutant. En effet, à la fin du match, Adam Cole va se faire détruire par FTR, et MJF va sauver Adam Cole, et va se prendre l'offense de FTR à la place d'Adam Cole. Il va se sacrifier pour son adversaire, et même s'il se prend pas le finisher par équipe de FTR, il va finir par se faire avoir par le roll-up de Dax Harwood. En gros, MJF, en se sacrifiant, a causé la victoire à l'équipe. MJF a perdu le match. MJF s'est pris le tombé. Le champion de la fédération s'est pris le tombé à cause de son acte pour sauver Adam Cole. D'un point de vue de l'histoire, c'est génial ce qui s'est passé. Et la réaction d'MJF, il est complètement déchiré. Il est détruit par ça. Il en peut plus. FTR, eux, célèbrent en se proclamant comme étant la meilleure équipe au monde. La foule est choquée, la foule est dégoûtée. Elle suit les expressions de MJF qui est au coin du ring et qui s'en veut, mais s'en veut comme pas possible. Et c'est brillant, son jeu est génial à ce moment-là. Adam Cole, lui, est vraiment dégoûté, mais reconnaît que en phase 2, ils ont été plus forts qu'eux. Poignée de main au babyface. MJF ne serre pas la main à FTR, et ça c'est intéressant. MJF est occupé à se morfondre. Donc Adam Cole fait une poignée de main avec FTR. Il n'y a pas de heel turn. FTR reste des babyface. Ils ont été heel pour ce match-là uniquement. Et c'est normal et c'est logique. Ils n'ont pas à tourner heel. Là-dessus, c'était génial. J'ai un problème avec la fin par contre. J'ai un problème avec la fin du show. Parce que je n'ai pas compris du tout pourquoi on en arrivait là. C'était complètement gratuit. Alors que Adam Cole essaye de consoler MJF en lui rapportant son championnat, son titre mondial, en lui disant « Max, t'es champion, t'inquiète pas, c'est pas grave, on a échoué tous les deux. Non, c'est moi qui ai échoué. Non, Max, on a échoué tous les deux. » Bref, là-dessus, c'est génial. Adam Cole va se retourner pour aller à l'autre coin et pour réfléchir un petit peu, et MJF tient sa ceinture, son championnat. Et il commence à se mettre dans la position de l'agresseur, la position où il va mettre un coup dans le dos à Adam Cole. Là-dessus, j'ai toujours pas de problème. MJF est quand même un heel depuis le début. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et avec cette défaite, en ayant tout saboté, peut-être qu'il veut essayer de se racheter, de se remettre sur le devant de la scène en attaquant Adam Cole. Là-dessus, j'ai pas de problème. Et la foule réagit bien. Mais Adam Cole le sent venir. Il a un 6e sens. Et il sent qu'MJF est tiraillé et tire la ceinture, mais il ne le regarde pas, il ne se retourne pas. Adam Cole fait « Oh merde, vas-y, fais-le ! Et il tend ses bras pour inciter MJF à l'attaquer dans le dos en mode « Vas-y Max, vas-y, je te connais, vas-y, fais-le !» Et je suis en mode « C'est un peu trop dramatique ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ?» Trop dramatique, trop de drama. Réalistiquement parlant, on aurait dû avoir Adam Cole qui serait retourné pour voir MJF et voir ses yeux. Et là, peut-être, en voyant le regard de MJF, lui dire « Vas-y, fais-le. » Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il le regarde moins. Je pense que s'il l'avait regardé, ça aurait changé, ça aurait rendu ça moins dramatique, moins over the top.
Vraiment moins. Ou alors, juste rien, juste Adam Cole est normal et laisse Max respirer, et, naïvement, on va dire, il lui fait confiance, et tout est sur Max au contraire, et tout l'enjeu est sur Max, et c'est Max lui-même qui va rejeter la ceinture, et qui va faire un câlin à Adam Cole. Et Adam Cole sera en mode, bah rien ne s'est passé en fait, genre tout va bien, vous voyez ce que je veux dire, voilà, il me fait un câlin, sans avoir vu que Max aurait pu faire ça. Bref, il y avait ces deux options, et ils ont fait la dernière qui est complètement over the top, vraiment, vraiment trop over the top, qui est trop dramatique, qui m'a vraiment laissé de côté. Mais bon, la finalité, c'est que MJF, du coup, renonce à ses démons, dit non à ses démons, et fait un câlin à Adam Cole voilà, ils vont continuer cette équipe, cette histoire, et pourquoi pas, encore une fois, les réactions de la foule sont bonnes, mais encore une fois, je trouve que ça décrédibilise vraiment MJF, et je ne sais pas trop où ils vont avec ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure position qu'ils puissent avoir si on veut ce dernier match, parce qu'il nous faut ce match Punk MJF numéro 3 avant la fin de son contrat, il le faut absolument. Est-ce que ce sera ça le main event à Wembley Stadium? Est-ce que ce sera MJF face à CM Punk pour le titre mondial? J'espère que ce sera le cas. Pour moi, s'il y a un main event à Wembley, il faut forcément que ce soit celui-là. Il n'y a pas plus gros match que ça. Comment ils vont construire cela? Cela commence par recrédibiliser MJF et lui faire reprendre sa place de heel. C'est ça le début de l'histoire. C'est comme ça qu'on va redynamiser et construire ce match-là. Peut-être que les plans sont pas les suivants, et du coup ils vont peut-être faire autre chose, j'en ai aucune idée. En tout cas, voilà ce que j'ai pensé de ce Collision. Un show de très bonne facture, peut-être pas le meilleur show de Collision, même loin d'être le meilleur show de Collision, il y a eu meilleur que ça. Mais malgré cette petite merde qui a été Darby Allin contre Minoru Suzuki, le reste du show était vraiment vraiment très très bon. Et encore une fois, si vous ne regardez pas Collision, si vous ne suivez que Dynamite, franchement je vous encourage de regarder Collision, de vous y mettre, d'essayer de suivre ce programme de manière hebdomadaire, régulière, et vous allez voir à quel point, quand on mate un show de catch, un vrai show de catch, et bon on se rend compte à quel point le catch, c'est quand même quelque chose de vraiment vraiment très très bien. C'était tout pour moi, c'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.